va s'articuler autour de l'activité physique adaptée. On va déjà échanger, enfin je vais vous faire d'abord une présentation sur l'activité partagée dans le cadre de l'activité physique adaptée entre les STAPS et les kinésithérapeutes pour synthétiser. Et après l'objectif c'est de savoir comment on peut, nous en tant que KinéWest, aller développer cette nouvelle appellation du champ de la profession pour prendre part à l'activité physique adaptée. Donc, comme toujours dans le cadre de KinéWest Prévention, par le biais de programmes au moins en partie subventionnés. Ça sera la réflexion autour de ça après. Et cette intervention se place dans un cadre où on a eu l'occasion d'accueillir il y a maintenant 8 mois, 6-7 mois, ouais, un stagiaire en Master 2 activité physique adaptée qui est venu au sein de KinéWest Prévention pendant 4 mois pour justement réfléchir sur cette question de l'articulation entre les enseignants en activité physique adaptée, donc STAPS, et la kinésithérapie dans le cadre de la prévention. Donc déjà, APA Kesako. On a un vrai problème avec l'appellation APA parce qu'elle regroupe tellement de choses qu'on ne sait pas de quoi on parle. APA, ça veut dire plein de choses, ça veut dire notamment allocation personnalisée autonomie, qui sont les financements versés aux personnes âgées dans le cadre de la dépendance pour les GIR qui sont de 1 à 4. Donc ça pose problème en termes de visibilité auprès de ces personnes âgées, quand on sait que l'activité physique adaptée, elle s'inscrit dans le cadre des ALD. Les ALD, souvent, des personnes ont des dépendances, donc ont des indemnités par rapport à leurs subventions, par rapport à leur état général et leur capacité. Donc ça crée une difficulté en termes de connaissance du dispositif. Et pour simplifier tout ça, bien sûr, il existe une formation en activité physique adaptée. Ce qui fait qu'ils ont mis sous une appellation juridique qui définit un ensemble d'activités une formation. Donc on a un mélange des genres, je dirais, avec un manque de visibilité énorme, où c'est d'ailleurs à mon sens ce pourquoi la profession s'est autant indignée sur l'activité physique adaptée, c'est par méconnaissance et par assimilation du fait que peut-être l'activité physique adaptée aurait été uniquement permise à ceux qui ont un diplôme d'activité physique adaptée. Pour moi, c'est une des raisons pour laquelle la profession s'est autant alarmée sur cette question, mais ça montre surtout qu'il y a plusieurs appellations. Il y en a encore une autre, on en parlait ce matin, les subventions activité physique adaptée, qui au final, aujourd'hui, sont des cours de gym, qu'on appelle activité physique adaptée, mais qui ne rentrent pas du tout dans le cadre des affections longue durée. Et pour finir, ce qui nous intéresse aujourd'hui, la prescription d'activité physique adaptée. Donc vous voyez que sous l'appellation APA, on a beaucoup de choses. On a un mélange de formation, de subventions, de prescription d'exercice et de mouvement. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on a autant de difficultés à comprendre de quoi l'on parle quand on parle d'activité physique adaptée. Dans quel cadre est arrivée l'activité physique adaptée? On a déjà un contexte global de santé publique, avec un plan national nutrition santé en 2011 qui promeut le sport pour tous, de façon globale. Ce plan a été suivi l'année suivante par un plan obésité qui promeut encore l'activité physique. Et on a ensuite la promotion de l'activité physique et sportive comme facteur de santé publique en 2012. C'est pas vieux, tout n'est pas vieux. 2011, ça fait 7-8 ans. On a commencé à redécouvrir que le sport est bon pour la santé. Il a bien fallu lui trouver un autre terme, vu qu'on avait redécouvert que ça fonctionnait. Et là, on a eu le rapport Bigard, pour ceux qui ont suivi un peu les différents rapports parlementaires, qui définira l'activité physique et prise en charge, l'activité physique et prise en charge des personnes atteintes de maladies chroniques. Et ce rapport s'intitule « Quelles compétences pour quels patients et quelle formation ?» Si vous n'avez pas eu l'occasion de lire ce rapport, il est fort intéressant, comme tout rapport assez long à lire, mais il est fort intéressant. Et on en arrive au texte réglementaire, avec la loi de modernisation du système de santé le 21 octobre 2016, qui sera suivie par des décrets qui définiront précisément ce que c'est l'activité physique adaptée.
On a, de façon plus actuelle, la stratégie nationale de santé et notamment la partie priorité prévention, qui est le premier axe de la stratégie nationale de santé, et Ma Santé 2022 avec l'apparition des parcours soins-prévention, qui sont des éléments dans lesquels l'activité physique adaptée n'est pas mentionnée, mais où on a un rôle majeur à jouer, parce qu'aujourd'hui, on a une distinction entre les parcours de soins et les parcours de prévention. On va avoir la mise en place de parcours de santé, je dirais, qui regroupe le soin et la prévention, où là, en tant que kinésithérapeute, on a tout un rôle à jouer en mélangeant une partie de soins et une partie de prévention dans nos séances au quotidien, en cabinet, à domicile, dans nos activités respectives. Donc voilà pour le contexte de santé publique sur l'activité physique adaptée. Qu'est-ce qu'il dit, ce texte sur l'activité physique adaptée? Déjà, il fait suite à l'amendement Fournéon, que vous avez déjà, je pense, tous vu, où il a été mis en place par cette députée PS... Comment? Elle était ministre et députée, oui. Elle a été ministre à... secrétaire d'État, je pense. Après? Non, elle est droit. Moi, je la connais bien. Madame Fournéron, je la connais bien. Maintenant, elle bosse pour les mutuelles. Elle est à la Maïf. Non, elle a été... ouais, c'est ça. Mais l'amendement est passé en tant que député à ce moment-là. Mais ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Et l'objectif était de permettre la prescription d'une activité physique adaptée. Le contexte de santé publique s'y porte assez favorablement, dans le sens où on est quand même sur une population aujourd'hui où on a un taux d'obésité, de surpoids en tout cas assez élevé, et un manque d'activité physique chez toute la population, qu'elle soit jeune, adolescente, en âge de travailler, je dirais, et personnes âgées. Vous pouvez le voir dans vos cabinets au quotidien. Ce qui manque beaucoup aux personnes, c'est des capacités physiques et de l'endurance. Et nous, on a pu le voir de nos analyses dans le cadre des programmes d'eau santé lycée, où on a une perte des conditions physiques chez des adolescents qui sont bientôt en âge de travailler sur des métiers à risque, avec des pertes assez ahurissantes de près de 40% d'activité physique en termes de capacité. Donc c'est un enjeu majeur de santé publique. La profession de kinésithérapeute a toujours fait de l'activité physique. Hein. On a toujours fait de l'activité physique en cabinet, c'est juste qu'on ne l'a jamais appelé comme ça. Hein. Mais on en a toujours fait. Et aujourd'hui, un cadre réglementaire a permis d'élargir cette activité physique à d'autres professions par le biais du décret du 30 décembre 2016, qui sera suivi par une circulaire le 3 mars 2017. Que dit ce décret? Donc, j'ai repris en gras les articles, j'ai remis en gras ce qui m'intéressait. L'activité physique adaptée s'intéresse aux patients ou aux personnes qui ont des besoins spécifiques et qui les empêchent de pratiquer dans des conditions ordinaires. C'est-à-dire que si on suit le décret, ce sont des personnes qui ne peuvent pas simplement aller s'inscrire à des cours de sport classiques, si je remets dans des termes plus faciles à comprendre. L'objectif est d'avoir un mode de vie physiquement actif. Les techniques mobilisées relèvent d'activités physiques et sportives et se distinguent des actes de rééducation qui sont réservés aux professionnels de santé dans le respect de leurs compétences. On verra après la distinction qui est faite entre les enseignants en activité physique adaptée et les kinésithérapeutes sur les possibilités d'actes. On a un élément important dans le texte et qu'on a retrouvé lors de l'accueil du stagiaire en termes de possibilités d'intervention. Les patients présentant des limitations fonctionnelles sévères telles que qualifiées par le médecin prescripteur, seuls les professionnels de santé sont habilités à leur dispenser des actes de rééducation ou une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical. Ça, c'est ce que disait le décret. Vous verrez que ce n'est pas exactement ce qui se passe. On va voir ensuite. L'appréciation de ces limitations ou de leur atténuation revient toujours au médecin traitant. On laisse toujours le médecin traitant comme un acteur majeur du système de santé où aujourd'hui quasiment tout doit passer par lui, que ce soit le parcours de la personne âgée, que ce soit l'activité physique, que ce soit toute la gestion du quotidien est faite
est faite par le médecin traitant. Et le médecin traitant peut apprécier que le simple fait de présenter un seul de ces critères, on va voir un peu plus tard au moment des phénotypes, ne suffit pas à considérer le patient comme atteint de limitation sévère. C'est-à-dire que, vous le verrez après, on a plusieurs phénotypes, et un seul des critères ne suffit pas à dire que le patient rentre dans les critères sévères. Il faut une composante de plusieurs critères. Et là, on en vient à la partie intéressante, qui est la circulaire du 3 mars 2017, où enfin, moi j'en étais très content, on a enfin un document qui écrit en fonction des champs d'intervention, quels sont les professionnels où il est le plus cohérent en termes de santé publique, que ce soit eux qui interviennent. Donc on avait enfin un document pour essayer de moins se taper dessus et d'essayer de travailler dans l'intérêt des patients ou des participants. Après, il n'a pas encore été suffisamment utilisé, mais on a enfin eu un document qui reprend les fonctions locomotrices avec aucune limitation, limitation minime, limitation modérée, limitation sévère. Le but, ce n'est pas de vous détailler ligne par ligne les différents éléments, c'est que quand vous avez aucune limitation, on est en prévention primaire. Quand vous avez des limitations minimes, on reste encore en prévention primaire, même si des fois on peut tendre vers de la prévention secondaire. Lorsqu'on est sur de la limitation modérée, on est clairement sur de la prévention secondaire, donc, à mon sens, du soin, parce que c'est la définition de la prévention secondaire. Et lorsqu'on est en limitation sévère, on est sur ce qu'on appelle de la prévention tertiaire ou des soins, dans l'idée du décret, réservés aux professionnels de santé. Donc on a les fonctions locomotrices, on a les fonctions cérébrales et on a les fonctions sensorielles qui regroupent notamment la douleur. Je ne l'ai pas remis ici parce qu'il est très long, mais vous avez sur le site du Conseil de l'Ordre une proposition de bilan en fonction de chaque ligne. Je n'ai jamais osé faire ce bilan une fois, mais je pense que ça doit prendre 3 heures facilement pour réaliser l'ensemble des éléments qui sont demandés dans le bilan. Et là, on a les différents domaines d'intervention en fonction des métiers. C'est-à-dire que vous avez le kinésithérapeute qui est plus pertinent sur les limitations sévères que sur les personnes qui n'ont aucune limitation, mais nous sommes tout à fait habilités à intervenir sur l'ensemble des 4 limitations. Les ergothérapeutes et les psychomotriciens, qui pour rappel sont dans le texte en tant que rééducateurs, n'ont pas ici la place dans la prévention primaire, mais l'ont dans la prévention secondaire et tertiaire. Et c'est là où il y a un point intéressant par rapport à l'enseignant en activité physique adaptée, c'est qu'il met son poids majeur dans les limitations modérées. C'est-à-dire qu'il est clairement écrit que l'enseignant en activité physique adaptée intervient en prévention secondaire, donc autrement dit en soins, mais si on suit le décret, pas en rééducation. Vous allez comprendre un peu plus loin la distinction qu'il y a à ce niveau-là. Dans le décret, il est écrit que les enseignants en activité physique adaptée ne peuvent pas intervenir sur le sévère. Vous voyez ici que les 2+ montrent qu'ils ont les politiques publiques ont considéré qu'ils avaient pleinement leur place, quand même s'ils n'étaient pas majoritaires. Sur cette partie-là, le Conseil de l'Ordre a fait un recours en Conseil d'État, qu'il a perdu. Je vous expliquerai après ce que précise ce recours en Conseil d'État. Donc, en l'état actuel, ce tableau est valable et consolidé par le Conseil d'État. Je vais un peu moins sur les éducateurs sportifs et les BPGEPS, mais qui, eux, ont une action vraiment sur la partie prévention primaire. Éducateurs sportifs, BPGEPS, c'est ceux qu'on vous trouve dans les fédérations sportives de façon générale. Ça va pour cette partie? Pas de remarques? Pas encore? On va avancer le temps que les remarques arrivent. Et là, on a un élément intéressant qui sont les tableaux de compétences. Je vous l'ai mis dans le PowerPoint, comme ça vous l'aurez, mais ce qui m'intéresse, vu qu'ici on travaille sur l'enseignant en activité physique adaptée et la kinésithérapie, ce qui m'intéresse, c'est les distinctions entre les deux. La distinction des compétences attendues entre les limitations modérées et les limitations sévères, c'est identifier et fixer les objectifs et individualiser les programmes. Et là, on est clairement
sur une distinction entre ce qu'est capable de faire l'enseignant en activité physique adaptée et le kinésithérapeute. On est tout à fait capable d'identifier, de fixer les objectifs et d'individualiser nos séances, même si elles sont en groupe. Ce qui est, je ne vais pas dire impossible, parce qu'en formation continue, on peut tout développer, mais qui n'est pas du tout dans la formation initiale des enseignants en activité physique adaptée. Même à partir du bilan médico-sportif. Même à partir du bilan médico-sportif, tu as eu l'occasion d'encadrer Maël en entreprise. Mais même après, oui, c'est un exemple parmi beaucoup d'enseignants, d'enseignants à part. Mais même moi, je l'ai accompagné on s'est accompagné sur les ateliers permanents, les ateliers événementiels. Ils sont très efficaces sur la reproduction d'exercices. Mais l'individualisation des exercices en fonction d'une déficience, c'est pas quelque chose qu'ils savent faire. La mise en lien d'un bilan et des exercices, ils sont énormément en difficulté face à ça. Donc c'est là où on a notre rôle à jouer. C'est qu'à partir du moment où ils ont des groupes homogènes, donc pas de la prévention secondaire, de la prévention primaire, ils peuvent tout à fait avoir leur rôle à jouer, et en termes de santé publique et d'efficience des soins, il est même plus pertinent que ce soit eux que nous. C'est pas pour autant qu'il ne faut pas qu'on y aille, mais en termes d'efficience des soins, il est plus logique qu'une formation de ce type soit plus présente que nous en prévention primaire. Mais en prévention secondaire, et c'est là où à mon sens on a notre rôle à jouer, c'est que l'individualisation au sein d'activités de groupe, c'est tout à fait ce que l'on fait au quotidien. Individualiser nos protocoles de rééducation, on le fait tous au cabinet. Ça ne nous viendrait pas à l'idée de voir un patient et de me donner les mêmes exercices à tous les patients. Donc on est pleinement dans notre rôle. Et pour moi, c'est la réelle différence entre le phénotype modéré et le phénotype sévère. Voilà pour ce qui est la différence des phénotypes. Le Conseil d'État, qu'est-ce qu'il dit ? Le Conseil d'État, il dit que les activités physiques adaptées ne sont pas des soins. C'est toujours bien de le rappeler. Après, quand on voit que les activités physiques adaptées rentrent dans la prévention secondaire, on peut se poser la question de la mise en application. Que les actes de rééducation sont réservés aux professionnels de santé et sont, eux, remboursés par l'assurance maladie. Ça, c'est un élément qui, à mon sens, est dérangeant, c'est qu'ils mettent en lien le fait que c'est un acte de rééducation parce qu'il est remboursé par l'assurance maladie. Sous-entendu, si on a un autre financement, c'est pas un acte de rééducation, mais c'est pas gênant, c'est pas le financement de l'assurance maladie. Donc, et c'est là où le problème va arriver, parce que sur les activités physiques adaptées, ce n'est pas l'assurance maladie qui financera. Ce sera, à mon sens, notamment la conférence des financeurs, mais pas que. Les enseignants APA peuvent agir sur les phénotypes sévères en complément des professionnels de santé. Ça, ce n'était pas dans le décret. Ça a été mis dans la circulaire, ça a été confirmé en Conseil d'État, donc ça vaut maintenant valeur législative. Après, on est pour, on est contre. Toujours est-il que c'est un fait. Et, je le mets parce que c'est dommage que la retraite ne soit plus là, les rééducateurs n'ont pas besoin de titre, diplôme ou certificat requis par le Code du sport pour pratiquer des activités physiques adaptées, alors qu'ils nous le demandent tout le temps d'avoir notre petite carte d'animateur sportif, éducateur sportif. Voilà. Je le mets parce que c'est toujours bon à rappeler, et vous saurez que si on vous le demande un jour alors que vous ne l'avez pas, vous pourrez toujours vous appuyer sur le décret en Conseil d'État, et si vous ne le retrouvez pas, vous m'enverrez un mail, je vous le retrouve. Le bilan de l'intervention de Maël à Kiné West, donc voilà, du 27 février au 18 mai. Il est intervenu en binôme avec moi sur un atelier permanent. Il a animé un atelier d'activité physique adaptée en suite d'atelier équilibrage. Et il est intervenu en entreprise. C'était un réveil pas mal, hein, j'ai eu un doute. Formation d'animateur réveil pas mal. Ouais, c'est ça. Il est intervenu en entreprise sur une formation d'animateur de réveil pas mal. Les points forts, là où, à mon sens, ils sont meilleurs que nous, l'animation de groupe. Je parle par rapport à la formation initiale. Une fois qu'on a fait une formation PCPA, l'animation de groupe, on est capable de faire, mais l'animation de groupe, c'est leur cœur de métier. Ils ont un panel d'exercices plus important que nous. Sur le musculaire et l'endurance, sur l'articulation. Oui, sur la partie. Ils sont vraiment sur le musculaire. Hein. Je le mets plus loin, hein, meilleure connaissance du muscle. L'articulaire, c'est totalement inconnu. Ils ont des bonnes qualités métrologiques, ils savent très bien prendre les mesures, et en plus, ils ont l'air d'aimer ça, de prendre les différentes mesures. Ils ont des compétences plus transversales que nous sur la partie nutrition,
qui est pas inintéressante lorsque l'on parle de prévention notamment. Mais ils ont aussi des points faibles qui sont non négligeables lorsque l'on parle de phénotypes sévères. Ils ont peu la capacité d'individualisation des exercices au sein d'un groupe, comme je le disais tout à l'heure. Il y a un réel manque de lien entre le bilan et les exercices. Et ils ont quand même une manque de connaissance du corps humain de façon générale. Ils ont une très bonne connaissance du muscle, mais une connaissance du corps humain beaucoup moins. Ce qui nous concerne notamment de l'articulaire. Oui, voilà. Cardio-respi, ils sont très bons aussi. Hein. Ça fait partie de leur... Physiologie générale, ouais. très par contre, le Voilà. fonctionnement articulaire. C'est ça. Donc, cet accueil des stagiaires, moi personnellement, ça m'a permis de trouver beaucoup plus facilement ma place dans ce maillage et du fait de toujours entendre que les enseignants en activité physique ont une super formation universitaire et pas nous, alors qu'on est capable de faire, à mon sens, des choses beaucoup plus précises que les enseignants en activité physique adaptée. Donc, c'est beaucoup plus facile de voir où on veut aller. Et alors, quand j'ai préparé ma communication, initialement, j'avais mis compétences partagées. Et en fait, non, on n'a pas des compétences partagées. On a des activités partagées. Mais nos compétences sont réellement différentes.